Donc, est-ce que il y a déjà des questions dans la salle ou est-ce que la première, qui est en général la question qui coûte le plus? Merci. Tiens. Donc c'est une question. Donc Myriam Boussaba, études anglophones, histoire anglaise, et Mnémosine. Donc une question pour Anna. Donc elles offrent des bourses, donc c'est super, mais d'où venait l'argent? Alors évidemment, il y a beaucoup moins de moyens financiers que pour les grandes organisations. La mise en place, en fait, c'est tous les membres qui vont donner une petite somme. En fait, c'est la souscription. Donc évidemment, les plus importantes, ce sont les organisations américaines et anglaises qui brassent beaucoup plus d'argent. Et notamment dans une période qui suit juste l'après-guerre, l'après-première guerre mondiale, elles ne peuvent pas demander à des pays qui sont en période de reconstruction de donner énormément d'argent. Donc c'est surtout des bourses financées par les Américaines. Et là, on assiste à un phénomène qui est assez fréquent, c'est-à-dire si avant les voyages étaient plus enfin les personnes qui voyageaient avaient vraiment la prégnance d'un modèle allemand. En fait, là, par le financement, notamment, on assiste à une américanisation, en tout cas, une circulation qui va de l'Europe vers les États-Unis, notamment du fait du financement. En fait. Et après, je passe le micro. Et donc, quel langage parlaient-elles entre elles? Anglais. Déjà. Oui, toujours le français quand même. Ouais. Oui, oui, oui. Mais la maîtrise de l'anglais, c'est important. Oui, je voulais poser une question à Marie-Elisabeth. Et donc, vous avez étudié ces populations de bonnes sœurs catholiques. Étant donné que la Belgique, c'est un terrain de frottement avec les communautés protestantes, est-ce que chez les femmes protestantes, c'est la même attitude vis-à-vis du savoir, ou est-ce qu'ils étaient plus libres par rapport à l'acquisition du savoir? Non, finalement, on a une image un peu caricaturée du milieu protestant qui, à la Réforme, aurait souhaité que toutes les filles puissent apprendre à lire pour découvrir la Bible, etc. Mais on voit très bien qu'il y a en fait finalement une manière d'appréhender l'éducation qui est à peu près semblable. Il n'y a pas de grandes différences. Et les filles qui se retrouvent dans les communautés familiales protestantes ont à peu près le même profil dans l'acquisition du savoir. En fait, tout dépend généralement, finalement, ce sont chaque fois des cas de figure et des occasions, et selon les milieux familiaux. Par exemple, on voit que ce soit dans le milieu, les familles protestantes ou les familles catholiques, des filles qui peuvent très bien bénéficier de la même éducation que leurs frères quand il y a des précepteurs à domicile qui viennent. Les filles sont incluses dans la formation. Alors après coup, quand une d'entre elles devient religieuse, on dira, par exemple, elle connaissait pas du tout le latin. Or, on sait très bien qu'elle a appris le latin et elle le connaît. Mais il est de bon ton de dire qu'elle ne le connaissait pas parce qu'il faut avoir l'air modeste, etc. Et en fait, on s'aperçoit que selon les cas, toutes les familles ne donnent pas des cours de latin à leurs filles, à leurs garçons, mais il faut vraiment prendre les choses au cas par cas. Et il y a des possibilités inouïes pour les filles d'apprendre, comme il y a aussi des milieux où finalement on va rester à un niveau extrêmement élémentaire. Mais on ne voit pas de différence marquée entre le profil d'une petite protestante à la fin du XVIIe et le profil d'une petite catholique. Merci. Totalement d'accord avec toi. Non. J'avais deux questions, une très courte pour Marie-Elisabeth Hainaut. Comment elle s'appelle cette femme cloîtrée qui a fréquenté un anatomiste et Leibniz? Parce que j'ai pas entendu le nom. Ça me frustre un peu. Edwige von Rantzau. C'est une fille d'origine du Schleswig-Holstein qui est arrivée luthérienne à Paris, qui a été convertie et qui est entrée donc chez ces Annonciades et qui après s'appelle la mère Marie-Élisabeth de l'Annonciade, mais toujours von Rantzau. Son mari, parce qu'elle a été mariée précédemment, était maréchal de France.
Et donc, on l'appelle aussi la maréchale de Rantzau. Ce n'est pas nécessairement un profil ordinaire, mais c'est quand même assez symptomatique de voir des femmes qui revendiquent une clôture extrême. Elles veulent voir personne, etc. Puis en même temps, derrière les grilles, 3 couches de voile, 5 tentures, etc. On a quand même un anatomiste de l'autre côté qui vient aussi parce que cet homme est non seulement un scientifique, il est géologue aussi, il est vraiment quelqu'un de renommé à son époque, mais qui est aussi évêque. Alors, mais il ne vient pas, mais les discussions, d'après ce qu'elle dit, portent tant sur l'anatomie que sur des questions de théologie. Essayant de lier les deux d'ailleurs dans leurs préoccupations de l'époque. Alors l'autre question c'était pour Madalina Dana. Tu t'es limitée aux sciences médicales que tu connais bien. Est-ce que il n'aurait pas été juste aussi d'élargir un petit peu chronologiquement et puis thématiquement aux périodes antérieures, en évoquant par exemple, alors il existe quand même un enseignement supérieur dans l'Antiquité qui se met en place avec les écoles de sophistes et de rhétorique dès le 5e siècle avant Jésus-Christ, mais effectivement c'est réservé aux garçons parce que ce sont des formations qui destinent à des postes de pouvoir et de commandement. Mais à la même époque, il y a justement Aspasine Millet que tu as évoqué de manière très rapide, et pour cause, parce qu'on ne sait rien de la formation d'Aspasine Millet, mais on sait quand même que c'était une femme qui brillait par ses talents d'oratrice. Elle avait certainement reçu une formation très académique, alors sans doute à Millet, qui était sa cité d'origine, hein, pas à Athènes. Alors, voilà, le problème c'est qu'on ne sait pas où elle avait été formée, mais peut-être par son père, peut-être aussi dans un cadre qui ressemble assez à ce qui a été décrit par ailleurs pour le 19e siècle dans les milieux aisés et aristocratiques. Merci Sophie. Effectivement, ma recherche a essayé d'être exhaustive. Le souci, c'est que j'ai trouvé des femmes cultivées à partir du 6e siècle. Ça a commencé par Sappho. Mais j'ai pas trouvé de femmes de science autres que médecins, parce que justement, c'était le milieu familial qui les formait. C'était la seule science qui était plus ou moins ouverte. J'ai essayé partout de trouver. Je pensais par exemple aux philosophes qui ont fréquenté, parce qu'il y a des femmes philosophes à la fois dans l'école philosophique pythagoricienne. Il y a quelques exemples célèbres qui sont toutes des filles, des femmes, etc., de pythagoriciens. Et surtout dans l'école de Platon, dans l'académie, qui était une école comme le lycée, donc qui a été fondée par Aristote quelques années après, des écoles qui étaient les platoniciens ouverts aux mathématiques, parce qu'ils faisaient bien le lien entre musique, mathématiques, philosophie. C'était beaucoup moins cloisonné que de nos jours, bien sûr, toutes ces sciences. Et puis, les aristotéliciens, donc le lycée, pas les péripatéticiens qu'on voulait, qui, eux, s'intéressaient aux sciences naturelles. Donc, n'oublions pas qu'Aristote a écrit 3 traités biologiques. Et je me suis dit, il y a peut-être la possibilité de retrouver dans les archives, on n'a pas du tout le même type d'archives, malheureusement, mais dans les sources, disons que nous avons des références chez Diogène Laërce, peut-être, parce qu'il a fait une histoire des écoles philosophiques, peut-être des femmes qui ont fréquenté ces écoles et qu'est-ce qu'elles ont fait. Il y a quelques références aux platoniciennes, des femmes, Axiotea, par exemple, un très joli nom, qui a été platonicienne, mais qui n'est citée que comme philosophe, comme participant aux discussions philosophiques. Il n'y a aucune trace de préoccupation scientifique, mathématique, en rapport avec elle. Et d'autre part, je me suis rendu compte que dans l'école d'Aristote, il était hors de question de trouver des femmes, étant donné ces théories très misogynes sur le corps féminin, qui, bien sûr, a une influence sur l'esprit féminin, qui est, par définition, faible. Donc, il était hors de question dans l'école d'Aristote d'accepter des femmes. Autant l'école de Platon a été ouverte longtemps aux femmes par cooptation familiale, autant chez Aristote, qui était la seule école qui était portée sur les sciences, il y avait peu de chances de trouver des femmes. Donc voilà pourquoi j'ai pas cherché, j'ai renoncé finalement à chercher. Après, j'ai fait des recherches par exemple sur les mathématiciens, je dis bien les masculins, en essayant pareil de chercher des collaborations féminines. Je n'ai pas trouvé non plus. Je sais pas si c'est parce que la société ancienne était très misogyne et que on voit quand même qu'on a fait quelques progrès, mais malheureusement très très peu, entre nous soit dit. Je vais revenir sur cette question. Et soit parce que les sources ne laissent pas
voir des femmes. Donc il y a aussi l'effet des sources, mais il y a sans doute aussi un effet de société qu'il faut prendre en considération. Donc merci de m'avoir posé cette question parce que c'est des choses que je voulais développer et j'ai pas eu le temps parce que je voulais pas abuser. Et juste parce que j'ai le micro, je le tiens. Je vais juste rebondir sur ce qu'a dit Marie-Elisabeth et Anna tout à l'heure. C'est intéressant de voir finalement que toutes les femmes dont nous parlons sont des femmes qui sont issues des milieux moyens plutôt aisés ou carrément aisés, qu'elles ont toutes ou presque eu des pères qui étaient dirigeants des institutions culturelles ou de lycées, d'institutions d'enseignement, qui étaient eux-mêmes enseignants, donc ils ont voulu exercer leur talent pédagogique d'abord sur leurs filles, ce qui nous arrive aussi à nous, je crois, parce que j'ai une fille, qu'est-ce que je fais toute la journée, à votre avis? Et donc, deuxième chose. Et troisième chose, c'est intéressant aussi, ça m'a interpellé quand Marie-Elisabeth a parlé de la pharmacie familiale. Parce que c'est l'Antiquité, c'est ça aussi, pourquoi on trouve, c'est à ce moment-là que quand Marie-Elisabeth a fait la réflexion, que je me suis dit, mais bien sûr, parce que elle pouvait très bien rester à la maison, concocter des petites recettes de cuisine et à côté concocter des petites prescriptions médicales qu'elles envoyaient par la suite à leurs confrères en disant voilà ce que j'ai découvert entre deux tricots et trois louches, je sais pas quoi, de soupe. Mais c'est très intéressant parce qu'effectivement, c'est des métiers qui n'obligent pas les femmes à sortir. On peut très bien rester et participer au bien familial aussi. Parce que, désolé, je monopolise la parole, mais juste une dernière question. Dans toute cette histoire de femmes lettrées, de femmes éduquées, de femmes scientifiques, quand on a la chance, il s'agit pourquoi ces hommes se donnent la peine finalement d'éduquer ces femmes, leur père ou leur mari, c'est parce qu'il s'agit d'une valeur rajoutée au prestige familial. C'est aussi, surtout pour l'époque, Sophie voit de quoi je parle, surtout à l'époque hellénistique et impériale, quand la paideia devient un affichage public des valeurs de la cité, les femmes éduquées sont une valeur rajoutée donc au prestige familial. Donc c'est pas par bonté d'âme, hein, pas toujours, disons. Voilà. Merci beaucoup. Alors moi j'aurais une petite question à Marie-Elisabeth. Tu laisses sous-entendre lorsque tu parles de la première étudiante. Là, tu as raconté l'histoire de la première étudiante en pharmacie qui vient de chez les Ursulines, que chez les Ursulines, en Belgique, au milieu du 19e siècle, il n'y avait aucun enseignement scientifique. C'était quand même relativement élémentaire. Hein. Donc, elles avaient des cours de géographie quand même. Hein. Il y avait des cours d'histoire quand même pour nous, c'est important. Elles avaient cours d'arithmétique, cours de comptabilité pour tenir la comptabilité ménagère. Et voilà. Et puis alors, elles avaient un cours de flamand. Parce qu'elle était francophone, mais elle était à Maaseik, dans une ville bilingue, et donc là, elle avait des cours de flamand. Mais voilà à quoi, et plus des cours de français, évidemment, hein, avec qui se déclinait un cours de conjugaison, rédaction, etc. Vraiment, mais un programme qui quand même ressemble un peu plus à un programme d'école primaire, même. Et donc, elle a fait 3 ans, ce qu'on appelait en Belgique l'école moyenne, donc 3 ans au-delà de son école primaire. Et effectivement, on a encore dans la famille son travail de fin d'études est superbe, hein, mais c'est une espèce d'immense rotulus d'adjonction d'échantillons, de broderie, de boutonnières, magnifique. C'est une splendeur. Mais évidemment, la pauvre fille, avec ça, pour entrer en pharmacie, elle a eu pas mal de difficultés. Mais comme elle était extrêmement, je crois qu'elle a dit, elle l'écrit, elle a travaillé comme une malade. Elle a passé des nuits avec une lampe à pétrole et il est arrivé. Et elle a été la première de sa promotion. Hein. Oui, elle a été la première de sa promotion avec une note de 18/20. Et le félicitations du recteur qui équivaut au président de l'université ici et qui vraiment là s'est répandu en éloge devant elle. Donc, dans les couvents, les notions de comptabilité ne sont pas rudimentaires, hein, parce qu'on est bien d'accord, parce que quand on voit les registres, quand elles tiennent les comptes des maisons ou de la gestion des terres, elles ont quand même un savoir comptable, oui, un savoir juridique, oui, très important, hein, parce que
quand elles doivent mener des procès pour des affaires foncières. Bon, alors j'aurais une question, et puis ça sera peut-être la... Il y en avait, pardon, parce que là, du coup, j'ai repris le micro. J'aurais une dernière question pour toutes les trois. Parce qu'en fait, dans les échanges et dans les circulations, vous avez parlé de correspondance, vous avez parlé de rencontres, de voyages, vous avez parlé de système de bourse, mais j'ai été étonnée de ne pas entendre parler de circulation de l'écrit sous des formes livres, traités, articles scientifiques à des époques postérieures, et rien du tout sur les images. Voilà, donc on n'est pas obligé de respecter la chronologie cette fois. Qui veut répondre? Non, évidemment, pour être sélectionné, il fallait présenter une liste de publications. Donc c'était évident qu'il fallait être sélectionné, il fallait un minimum d'articles. Alors, évidemment, dans les sciences dures, voilà, il y avait beaucoup plus d'articles, mais c'était indispensable. Chaque boursière, durant l'année de la bourse, devait envoyer des rapports et ensuite publier les fruits de leur recherche pendant cette année-là. Et la FIFDU a constitué une bibliothèque qui est toujours disponible d'ailleurs à Washington, rassemblant tous les travaux ayant été publiés. Donc évidemment, c'était très important. En ce qui concerne les images, elles organisaient des conférences internationales donc tous les 3 ans, où donc ces conférences, bon, c'est le lieu, enfin, pour discuter de l'organisation de la FIFDU, etc. Mais aussi des conférences scientifiques où elles échangeaient. Il y avait des tables d'intérêt, donc certaines étaient en sciences, d'autres en histoire, où vraiment elles échangeaient, elles circulaient entre elles. Et il y a une très grande importance accordée aux photos. Et ces photos, en fait, sont... Alors, moi, le projet de thèse dans lequel je suis, c'est on travaille sur la persona, c'est-à-dire l'identité, le modèle, en fait, du scientifique. Et ces images sont très importantes pour montrer ce qu'est une femme scientifique. La manière dont elle se montre, dont elle se met en œuvre, etc. Donc, les images, en fait, surtout, j'imagine, à mon époque, puisqu'il y a la photographie, c'est très, très important. Alors, donc forcément, bon, les femmes universitaires liégeoises suivent le même processus qui vient d'être évoqué. Pour ce qui est des religieuses, il y a effectivement une politique d'abord de mise par écrit qui est importante, et puis de publication aussi, avec évidemment beaucoup plus quand même de timidité que le milieu masculin. Donc il y a quand même davantage de prudence. Et ce qui arrive souvent, et c'est là notre difficulté, c'est que pas mal de choses passent sous la plume masculine. C'est-à-dire qu'elle publie des choses, mais elle demande à un auteur masculin de les couvrir. Et donc, on a beaucoup de publications qui ont été pendant très longtemps considérées comme des publications de quantité de bons ecclésiastiques qui accompagnaient ces communautés religieuses. Et en fait, si on lit bien, il faut toujours être très attentif au paratexte, parce que les prête-noms sont parfois plus honnêtes qu'il n'y paraît, et parfois ils le disent en l'introduction. En fait, moi, j'ai rien fait que simplement corriger quelques coquilles, et puis elles ont voulu à tout prix que ce soit mon nom sur la couverture, mais etc. Et donc, on s'aperçoit qu'elles sont quand même les autrices de pas mal de textes. Alors, évidemment, dans cette masse d'imprimés dont elles sont quand même les autrices, il y a évidemment beaucoup de choses qui concernent l'histoire de leur ordre, leur vie, etc. Et donc, il n'y a pas une production scientifique importante. Il y a quelques travaux relatifs justement à des expériences de religieuses hospitalières, où alors là, elles ont publié des témoignages de ce qu'elles ont observé, et parfois des recettes de médicaments ou de potions ou de tisanes qui ont pour elles été efficaces. Et donc il y a quand même quelques travaux, mais ça n'a pas été reçu vraiment comme travaux scientifiques. Alors pour ce qui est de l'image, les religieuses, bien qu'elles sont très éduquées au renoncement à soi et au mépris de soi, etc., ne cessent évidemment de se mettre en scène en mots et en images. Et on voit que même si elles prétendent ne pas se livrer à des travaux d'écriture ou des travaux scientifiques, en voilà notamment 2 qui sont évidemment avec la protection du crucifix, qui est là pour
présidé à l'opération, mais il y a néanmoins cette représentation de soi en train d'écrire et souvent aussi d'autres représentations, il n'y en a pas là, mais de religieuses devant des énormes bibliothèques. Ce qui évidemment ne signifie pas nécessairement que tous les livres étaient lus, mais en tout cas il y a une volonté vraiment d'être en relation avec le savoir écrit. Alors ici simplement c'était pour évoquer, mais je ne voulais pas interférer avec des images dans le bref exposé que j'ai eu à faire, mais c'est deux images emblématiques, l'une des religieuses qui travaillent dans leur pharmacie, et l'autre c'est le visage d'une femme que j'aime beaucoup, qui est Mary Ward, et qui est une femme anglaise, une religieuse anglaise, qui a essayé d'inventer, je fais vite et je caricature, enfin une espèce de compagnie de Jésus au féminin, avec la prétention d'offrir à ces femmes la même formation qu'on offrait aux jeunes garçons dans les collèges jésuites. Alors voilà, ça c'est simplement la couverture du livre dont j'ai parlé et le logo qui accompagne notre férule depuis sa création en 2001. Voilà. C'est ma maman est enseignante à l'université, ma maman elle fait de la recherche et le petit garçon dit mon papa il va pas vous croire. C'est le plan liégeois que vous avez. Oui, d'accord. Juste une phrase pour finir la question. Donc on va dans le sens inverse, comme le musée de Neuchâtel. J'ai évoqué tout à l'heure les correspondances. Les correspondances se faisaient justement autour des traités médicaux qui malheureusement pour l'Antiquité ne sont pas conservés, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'écrivait pas de traités. La femme médecin Métrodore que j'ai mentionné tout à l'heure avait écrit un traité sur les pathologies de l'utérus. Donc la plupart écrivaient des traités qui étaient plus ou moins brefs. Bon, c'était pas sur des milliers de rouleaux de papyrus, mais il y avait quand même des traités qui étaient écrits. Pour des questions d'image, bon, vous comprenez bien que j'ai pas de photos à vous montrer. En revanche, je peux juste vous donner un exemple de reconnaissance sociale qui allait vers ces femmes, et je pense au décret, une inscription honorifique qui lui est érigée par la cité d'Outlos à la fameuse Antiochie, que j'ai cité plusieurs fois, pour la remercier de sa contribution civique. On ne dit pas en tant que femme médecin, mais en tant que médecin qui a servi les intérêts de la cité. Donc, je vais finir sur ces bonnes paroles. Merci. Merci. Il n'y a plus de questions? Eh bien, écoutez, nous vous remercions de votre attention, de votre patience, d'être restés jusqu'au bout.